Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Cette semaine, je vous fais mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué au mois de mai. Donc le mois de mai a été très similaire au mois précédent, c'est-à-dire que j'ai 25 jeux différents de jouer pour un total de 42 parties. Donc ça, c'est vraiment des jeux en présentiel, je compte pas ce que j'ai joué sur BGA. Vous voyez pas, mais BGA est là-bas. Par contre, la grosse différence avec le mois précédent, c'est qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai joué soit une fois ou deux fois. J'ai pas vraiment des grands écarts entre les différentes positions dans ce top. Une des raisons pour ça, bien sûr, c'est quand on a fait le week-end de jeux On Joue-tu. Donc là, c'est sûr on était 14 personnes qui avaient toutes envie de montrer un jeu à l'autre. Donc c'est sûr qu'on faisait pas 3-4 fois le même jeu, on changeait souvent de partie. Donc là, j'ai essayé beaucoup de différents jeux, mais qu'une seule fois. Donc c'est pas la première fois que je fais ça, mais ce que je vais faire, c'est que si j'ai une grande égalité sur une des positions, je vais simplement prendre le jeu que j'ai le plus envie de vous parler pour cette position-là. Donc on va commencer ça directement en numéro 5 avec bien sûr un jeu que j'ai joué qu'une seule fois. Donc il y a eu une dizaine de jeux que j'ai joué qu'une seule fois, mais celui que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Mind MGMT. Donc si vous avez justement regardé cette vidéo sur la fin de semaine ludique On Joue-tu, où on fait nos coups de cœur, je crois que c'est Emma qui avait parlé de Mind MGMT. Donc Mind MGMT, c'est un jeu qui est de 1 contre tous. Donc il se joue jusqu'à 5 joueurs, donc techniquement ce serait 1 contre 4 personnes. Et c'est un peu comme un genre de Scotland Yard ou Not Alone, ou si vous avez joué aux Dents de la Mer. Donc encore une fois, on a cette idée d'une personne qui est cachée sur la carte et les autres doivent trouver où ils sont. Par contre, parmi tous ceux que je viens de nommer, c'est clairement celui qui est le plus expert, c'est-à-dire que c'est vraiment lui où on a le plus d'action, de choix d'action, de possibilités derrière nos mouvements, que ce soit celui qui est caché ou ceux et celles qui cherchent. C'est un jeu qui a une direction artistique très particulière qui apparemment est tirée d'une bande dessinée, donc il y a vraiment un univers que si vous connaissez déjà, je pense que vous allez être content de retrouver. Mais pour moi, par exemple, qui était vraiment pas familier avec cet univers-là, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'aime un peu moins. Je trouve que des fois, c'est un peu fade. Après, il y a un style, un humour qui est un peu particulier. Vous voyez, comme exemple, il y a des choses décrites sur la boîte. Par exemple, ici, ça nous dit « Where do the rules end and real life begin ?» Genre, où est-ce que les règles s'arrêtent et que la vraie vie commence? Il y a plein de petits trucs un peu philosophiques comme ça. Il y en a partout de ça dans le livre des règles. Donc si c'est le genre de petit clin d'œil que vous aimez, je pense que vous allez être très content de trouver ce jeu-ci. Moi j'ai la boîte en anglais parce que c'est une boîte que j'avais ramenée du Canada, mais sachez que Matago est en train de sortir une version française qui devrait arriver cet été. Donc vous pourrez aussi sauter sur ce jeu-là. Si vous aimez les jeux 1 contre tous, alors je pense que vous allez clairement être fan de Mind MGMT. Donc en quatrième position, avec 2 parties de jouer ce mois-ci, j'avais encore une fois, je pense 7 jeux que j'avais joué 2 fois, mais je vais vous parler aujourd'hui de Cascadia. Cascadia, c'est un jeu de placement de tuiles avec une thématique nature. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les thématiques nature, animaux, un peu paisibles, un peu zen, pas du tout dans l'espace. Donc déjà, c'est un jeu qui m'avait attiré d'office avec la thématique, mais c'est aussi un jeu qui a beaucoup de possibilités. Moi, je le décris comme étant 2 jeux de placement de tuiles un par-dessus l'autre. Parce qu'on va avoir des tuiles de terrain qu'on va placer devant nous, donc exemple forêt, rivière, montagne, peu importe, et c'est ceux-ci, on va essayer de faire la plus grande zone possible, un peu comme un genre de King Domino, mais en plus de ça, on va devoir, à chaque fois qu'on prend une tuile terrain, on va devoir prendre un jeton animal qu'on va placer sur une de ces tuiles-là, et puis là, on va essayer de faire des combinaisons qui vont faire des points de différentes façons. Pour chaque animal, on a plusieurs cartes, donc ça veut dire que ça va mettre beaucoup de rejouabilité. Par exemple, il y a une des cartes qui va dire, il faut que les saumons ils suivent en ligne, comme ça fait comme une genre de rivière de saumon. Et puis donc, plus ta rivière est longue, plus tu vas faire des points. Il y a aussi les ours, par exemple, que eux, ils veulent être en couple, donc ils veulent être que les deux, un à côté de l'autre. Ils veulent pas d'autres ours à côté. Pour le moment, j'ai fait que les premières cartes. Et puis, à chaque fois que je joue à ce jeu-là, je me dis vraiment, il y a quand même une profondeur. Bon, ça reste un jeu de placement de tuiles, mais c'est quand même une profondeur que j'ai trouvé assez rafraîchissante à trouver dans un jeu comme ceci. Je pense qu'avant que tu te tannes de Cascadia, ça va te prendre beaucoup plus de parties que par exemple King Domino, je dirais. Pour ma part, en tout cas, Cascadia, c'est en train de devenir mon jeu de placement de tuiles préféré. En 3e position, avec 3 parties de jouer, on a 3 jeux. Donc 10... Smartphone Inc. et puis Stranger Things Attack of the Mind Flayer. Smartphone Inc. et puis 10, j'en ai parlé dans le podcast, donc je vais les mettre de côté, puis je vais plutôt vous parler d'un jeu que j'ai pas encore parlé ou mentionné, que ce soit sur le podcast ou la chaîne, Stranger Things Attack of the Mind Flayer. En plus, c'est assez d'actualité de parler de Stranger Things, étant donné que la saison 4 vient tout juste de sortir sur Netflix. Donc Stranger Things Attack of the Mind Flayer, c'est un jeu de identité cachée qui se joue de 4 à 10 joueurs. C'est un jeu qui a une petite particularité, c'est-à-dire que quand on va distribuer les rôles en début
début de partie. Bien sûr, ça va être un peu comme dans Resistance ou même dans Loup-Garou, cette idée qu'au début, il va y avoir des gentils, il va y avoir des méchants. Vous allez regarder vos rôles et ensuite, on va fermer les yeux, ouvrir les yeux. Ceux qui sont méchants vont se regarder, vont se reconnaître. Et ensuite, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des cartes pendant la partie qu'on va tirer, qu'on va donner aux gens. Des fois, on va se donner des cartes. Et puis, ce qui peut arriver, et puis c'est là qu'il y a la petite mécanique originale dans ce jeu-ci, c'est qu'on peut être possédé pendant la partie. Ça veut dire que moi, je pourrais très bien commencer la partie en étant un gentil, et puis à mi-chemin dans la partie, je vais devenir méchant. C'est ce genre de jeu qui se joue en 10 minutes, même pas, et on relance une partie si on a aimé ça, ou on passe à autre chose si on n'a pas aimé. Les jeux de bluff et d'identité cachée, je sais que c'est pas pour tout le monde. Moi, je suis assez preneur pour ce genre de jeu-là, parce que comme je l'ai déjà mentionné souvent sur cette chaîne, Resistance Avalon, c'est un de mes jeux préférés. Le Loup-Garou, je déteste. Mais il y a aussi des jeux comme Oriflamme, Shaman, tous ces jeux où tu as un élément d'identité cachée que moi j'aime bien. Alors comme vous savez, je suis enseignant et la semaine dernière, j'avais des classes finissantes qui ont fini les cours pour justement se préparer aux examens. Puis moi, à la place de, je sais pas, faire un film ou autre chose, j'amène souvent des jeux de société. Et j'avais la chance d'avoir des demi-classes, donc des demi-groupes, ça veut dire que j'avais à peu près 10 élèves par heure. Et j'en ai profité pour essayer Stranger Things avec eux. Alors, première partie, j'explique les règles, on fait une partie et c'est vraiment, mais vraiment tombé à l'eau. On s'est tout regardé, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris? Et puis vraiment, il y avait pas beaucoup de positifs qui étaient dits autour de la table. Puis pourtant, il y avait beaucoup des élèves qui étaient fans de la série. Donc, on a un peu mis le jeu de côté. Et puis, j'ai quand même tenté de le ressortir avec le prochain demi-groupe. Et puis, cette fois-ci, j'ai vraiment regardé les règles pour être sûr que j'avais rien manqué. On a refait une partie. Et puis, cette fois-ci, c'est beaucoup mieux passé. Je pense que le problème avec ce jeu-là, je trouve, selon moi, c'est que je trouve que c'est vraiment difficile quand tu es un méchant. Ce qui est assez particulier, d'habitude, c'est plutôt le contraire. Mais dans ce jeu-ci, quand tu es un méchant, ton objectif, c'est qu'à la fin, il y ait tout le monde qui soit devenu possédé. S'il y a simplement une personne qui n'est pas possédée, c'est les gentils qui ont gagné. Puis, franchement, quand tu es à 10, de pouvoir infecter tout le monde autour de la table, c'est vraiment, vraiment difficile. Surtout qu'eux, ils peuvent tous se parler puis se dire tout ce qu'ils veulent. Nous, on a trouvé, en tout cas, même si les prochaines parties ont été beaucoup mieux, j'ai quand même une meilleure appréciation de ce jeu que après la première partie qu'on n'a vraiment pas aimé. Après, j'ai vraiment commencé à voir ce qui pouvait être beau dans ce jeu-là, mais je pense que c'est pas un que je vais ressortir souvent. Donc après cette première partie un peu ratée, on a été beaucoup plus content d'y revenir, et puis même, c'est pour ça qu'on a tout de suite refait une partie, c'est pour ça que j'en suis arrivé à 3. C'est que le deuxième groupe a voulu le faire 2 fois, puis là, vraiment, on a plus embarqué dans l'ambiance, mais j'avoue que c'est pas mon jeu préféré dans ce genre de jeu-là. Je pense que j'en ai des plus efficaces dans ma ludothèque. Donc voilà. Si vous êtes fan de l'univers Stranger Things, je pense que vous allez être content de retrouver ça. On incarne tous un personnage. Bon, les personnages, ça change pas grand-chose. C'est vraiment juste pour l'esthétique. Donc voilà, Stranger Things Attack of the Mind Flayer. 3 parties de jouer au mois de mai. En deuxième position avec 4 parties de jouer, c'est l'autre jeu que j'ai sorti aussi avec mes élèves, donc après des parties de Stranger Things, on a joué à Top 10. Top 10, j'en parle vraiment souvent sur cette chaîne, c'est mon jeu d'ambiance préféré. Du moment, en tout cas, je pourrais pas dire, si maintenant on est 8 personnes chez moi, le premier truc que je vais penser à sortir, c'est Top 10. J'ai l'impression que Top 10, ça marche avec tout le monde. Ça a marché avec ma famille à Noël, tu vois, avec des gens de tous les âges. Ça marche avec mes amis après 2-3 verres, quand on est un petit groupe. Ça marche avec mes élèves. Ça marche avec tout le monde, ce jeu-là. C'est un des rares jeux de ce style-là que moi j'aime. Moi, tous les Cards Against Humanity, les Blancs Manger Coco, les hosties de jeu, moi, tous ces jeux-là, je suis plus capable. Cette idée que tu es obligé de donner une carte dans ta main pour faire rire les gens, je trouve qu'il y a zéro originalité là derrière. C'est toujours des jokes de pète, puis de caca, puis de pipi, puis j'en ai marre. Mais ce qui est beau avec Top 10, c'est que justement, on te donne une échelle dans laquelle tu peux exprimer ta créativité puis ton imagination. Et puis même, c'est un des rares jeux d'ambiance où justement, quand on a des gens autour de la table qui sont pas nécessairement très créatifs, qui sont pas très imaginatifs, qui un peu introvertis, c'est un des rares jeux qui marche à tous les coups. Parce que souvent, ils vont juste se baser sur des choses qui ont peut-être déjà été dites ou qui vont se jauger par rapport à ce qui a déjà été dit. Donc, on n'est pas non plus dans le néant complet. Bien sûr, vous pouvez partir sur autre chose, mais c'est toujours possible. Par exemple, si moi j'ai un 1, donc je sais que j'ai la pire carte du jeu, et puis quelqu'un dit quelque chose de horrible, ben je peux juste dire ce qu'eux ils ont dit, mais un peu plus horrible. Donc, il y a toujours façon de s'en sortir comme ça. Je suis déjà rendu à au-dessus d'une vingtaine de parties de Top 10. Puis c'est un de ces jeux qui est difficile à compter le nombre de parties qu'on fait, parce que des fois, tu sais, on continue, même si techniquement on aurait perdu ou des choses comme ça. Donc, ça doit être à beaucoup plus. Quand je dis 20
20 parties, je dois passer plus que 20 heures à jouer à ce jeu-là parce que des fois, ça finit plus. Donc voilà mon jeu d'ambiance préféré du moment, Top 10, qui d'ailleurs vient d'être nominé au Spiel des Jahres, donc il va peut-être gagner le jeu de l'année en Allemagne. On lui souhaite une très très bonne chance. Et puis en première position, c'est très drôle parce que si vous m'aviez dit de deviner quel serait mon jeu qui serait en première position ce mois-ci, j'aurais jamais deviné celui-ci parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas rejoué. Mais en première position avec 5 parties de jouer au mois de mai, Welcome to the Moon. Alors Welcome to the Moon, c'est un jeu que j'avais joué beaucoup, qui avait sûrement fait ma liste au mois de novembre ou décembre, je crois, dans ce coin-là. C'est un jeu que j'avais fait toute la campagne en solo, donc j'avais fait les 8 scénarios. Et récemment avec Nadia, l'autre jour, on avait du temps pour faire un petit jeu et elle a passé à autre chose que Everdell, ce que je pensais pas qu'il était possible récemment, parce qu'on était tellement toujours en train de jouer à Everdell, qu'elle a dit « Ah, mais pourquoi on ferait pas un Welcome to the Moon? » Et donc, on essaie d'enchaîner les parties comme ceci. On a fait une fois le scénario 2, et puis toutes les autres fois, ça a été le scénario 3, qui, je pense, est mon préféré. J'aime vraiment beaucoup ce scénario-là, celui quand t'es vraiment sur la Lune. Bon, il y en a beaucoup qui sont sur la Lune, mais je pense que c'est le premier où vraiment t'es arrivé sur la Lune. Il est vraiment cool celui-là, et puis on arrive bien à enchaîner les parties sans que ça prenne trop de temps. Donc on a fait 5 parties de Welcome to the Moon. Et puis en plus de ça, je pense que ces 5 parties-là ont été jouées dans la dernière semaine. Donc c'est vraiment à la toute fin du mois. Ça reste mon flip and write préféré, un des meilleurs jeux de flip and write dans ce style-là, que ce soit roll and write ou quoi que ce soit. J'en reviens toujours pas qu'ils ont mis toutes ces idées-là dans cette boîte-là, cette idée que c'est vraiment 8 jeux en un. C'est comme si on avait 8 fois le jeu Welcome to Your Perfect Home, le premier qu'ils ont fait de la série, mais 8 fois dans 8 configurations différentes. Bien sûr, sur les 8, il y en a certains que j'adore, il y en a d'autres que j'aime un peu moins. Il y en a surtout un, bon, je veux pas vous le spoiler, mais vers la fin, il y en a un que j'aime vraiment pas. Puis je trouve qu'il ne marche pas du tout. Mais sinon, c'est toujours un plaisir pour moi de retourner à Welcome to the Moon, un matériel de qualité. Je sais pas quoi dire sur Welcome to the Moon qui n'a pas déjà été dit. Je trouve vraiment que c'est un chef-d'œuvre dans cet univers-là, donc dans tout ce qui est jeu à cocher. C'est tellement innovant ce jeu-là, et puis vraiment, je sais que je suis pas le premier à le dire, mais qui a été ignoré à l'As d'or. Je trouve que c'est vraiment, vraiment pas juste. Donc voilà les 5 jeux que j'ai le plus joué ce mois-ci. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quels sont vos top 5 jeux que vous avez joués au mois de mai. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de